Au théâtre antique d'Orange, à quelques jours de la représentation de Nabucco de Verdi dans le cadre des Chorégies d'Orange. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec Jean-Paul Scarpita, metteur en scène, décor, costume de cette fabuleuse œuvre. Bonjour, monsieur Scarpita. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour notre web TV de proximité sur la culture du département du Vaucluse. Aujourd'hui, vous êtes... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais à partir du moment où on s'occupe de la culture, il faut honorer les questions. C'est un moment capital. On ne s'occupe plus assez de l'intelligence humaine, je trouve aujourd'hui, de moins en moins. Et c'est important. Alors, le divertissement de masse, surtout en période de coupe du Monde, est magnifique, est éblouissante, enthousiasmant, mais pas aux dépens de la culture. Donc il faut se battre beaucoup pour cela, et c'est pour ça que je réponds favorablement à vos questions, bien au contraire. Et bravo dans votre mission, parce que je sens qu'elle est profondément sincère et inspirée, et c'est important pour moi de vous répondre. Vous avez effectivement ressenti très juste parce que c'est avec beaucoup de passion et c'est pour ça que je tiens à la proximité justement pour faire ressortir les émotions des personnalités qui sont acteurs de la culture important aujourd'hui. Jean-Paul Scarpita, vous êtes aujourd'hui au Chorégie d'Orange. Pour la première fois, vous venez dans ce théâtre antique pour une mise en scène de Nabucco. Que vous inspire cette scène? Quelles sont les particularités de la scène du théâtre antique? Alors c'est une scène, je ne peux pas vous cacher qu'elle est difficile, parce elle est très ouverte dans sa largeur, c'est une des plus grandes scènes du monde dans la largeur, mais absolument aucune profondeur. Donc on manque de perspective, il faut toujours créer la perspective. Et pour le décor, c'est compliqué. Alors j'ai dû beaucoup chercher à travers les images que me provoquait une civilisation comme celle de Babylone ou de Jérusalem avant, parce qu'il ne reste plus rien d'ailleurs de preuves comme les jardins, on parle des jardins suspendus de Babylone, on ne sait pas comment ils étaient. Donc, et comme il y a ce mur antique, alors on s'est mis à l'invoquer, on s'est mis à l'honorer, on le couvre de certaines images qui paraissent comme ça très subtilement, je ne devrais pas dire subtilement parce que c'est aux gens de le décider, mais elles apparaissent comme si elles venaient du monde d'ailleurs, elles vont s'effriter ces images, elles vont s'ensabler. Et puis j'ai fait, comme vous la voyez, la pente qui est derrière nous, c'est une pente à 10% pour que les chanteurs soient vraiment essayés de porter, pour qu'ils soient comme à l'assaut du public. Ils surgissent de la pénombre, ils surgissent d'un sol complètement noir, et ils sont entre la vie et l'illusion. Et je trouvais que c'était important de les faire travailler sur l'intériorité des mouvements, sur cette capacité qu'on a dans un théâtre comme ça à raconter l'histoire d'une autre manière, parce que j'ai déjà monté 2 fois le Nabucco avec le maestro Riccardo Muti, j'ai eu la chance d'avoir ce chef. Je suis très honoré d'ailleurs d'avoir le Pinkash Sandberg dans cette production. Et je l'ai monté donc à Rome et à Tokyo, et c'est tout à fait différent. Je me retrouve dans un autre contexte. On ne va pas se plaindre, c'est un métier magnifique, mais c'est extrêmement complexe. On est dans une urgence du temps, on a à peine le temps d'essayer les costumes, et en même temps, le miracle se produit devant ce mur, devant l'accueil qu'on a par toutes les équipes, par la qualité aussi du casting qu'a fait Raymond Dufaux. Je dois dire que je suis ébloui par les facilités qu'il nous donne aussi quand on est là de travailler. Donc voilà, on est à l'assaut du public, on va essayer de le convaincre. On fait comme nos bêtes fauves qui sont sur scène, parce qu'on est dans un théâtre antique. Donc vous imaginez, Nabucco est d'une barbarie totale aussi. Enfin, c'est compliqué. Cela dit, c'est très beau cette rédemption à la fin, quand elle décide de s'empoisonner pour s'élever au-dessus de la vie et finalement vaincre la mort, même si elle meurt. Donc on y a mis tout ça dans nos lumières. Urs Schönenbaum fait les lumières, on travaille la nuit jusqu'à 4 h du matin. Ensuite, nous en parlons longtemps, pendant 1 heure ou 2. Et on est dans l'exaltation, l'enthousiasme, avec la détermination pas de plaire, mais d'honorer l'invitation de Raymond Dufaux, d'honorer ce site, d'honorer ce lieu, d'honorer la civilisation qui nous a devancés, et puis de ne pas rester dans cette espèce de torpeur dans laquelle nous sommes tous en ce moment par rapport aux intermittents, par rapport à l'art en général. Il faut qu'on combatte et qu'on continue de lutter vraiment et de résister, parce qu'il n'y a que la résistance qui fortifie, pour continuer à honorer comment je dirais, la suprématie qu'est l'art, la musique. Donc voilà, on est là pour ça. Et
Et je dirais que c'est un lieu qui vous donne l'occasion de le faire dans la plus profonde des humanités, même souvent si l'humanité n'est pas encore atteint sa maturité, et si elle est souvent grossière, elle a aussi ses aspects comme on voit là. Et puis l'homme de théâtre qu'est Verdi est dans un endroit pareil, même si c'est le début du théâtre musical, Verdi. Il a vraiment ouvert une porte, même s'il a construit ça un peu quelquefois comme un oratorio, moins comme un opéra. Donc il y a tous ces éléments qui nous submergent et qui nous portent à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous élever au-dessus de nous-mêmes, même si quelquefois quand on se regarde un peu à l'intérieur, on est comme tout le monde, la nature humaine nous dévaste souvent. C'est pour cela que vous avez, excusez-moi, c'est pour cela que vous avez choisi de faire une mise en scène entre la vie et l'illusion, entre la réalité et l'illusion, pour à la fois laisser apparaître le message qu'avait voulu donner Verdi à cette époque-là, un message plutôt politique, et en même temps donner l'illusion par rapport à cette vie que l'on a actuelle, avec toute la résistance, toutes les manifestations que l'on peut entendre de part et d'autre par rapport à la culture. Mais je pense une chose aussi, c'est qu'on est infusé par cette musique. Donc on y infuse forcément quelque chose de soi-même. Et comme on se pose le problème de ce qu'est la société aujourd'hui, forcément on ne calcule pas, on ne pense pas. On est dans l'instinct, dans l'immédiateté de l'instinct. Voyez-vous, c'est ça qui est très intéressant dans un projet comme ça, c'est que tout à coup, bien sûr, tout vous revient dans l'esprit, dans la mémoire, dans les problèmes, comme l'Ukraine, comme la Russie, comme l'Irak, comme la Syrie. Mais, voyez-vous, depuis que le monde est monde, ça existe. Mais c'est vrai qu'il faut résister. Et les œuvres comme Verdi sont d'une modernité incroyable par rapport à cela. J'aurais pu faire ici, vraiment, prendre un parti très politique. Je ne l'ai pas fait parce que le mur se suffit à lui-même. J'ai voulu l'honorer d'une autre manière et aller, comme vous le dites très justement, entre la vie et l'illusion. Peut-être réveiller les consciences, peut-être avoir une autorité morale dans une intemporalité. Parce que l'autorité morale doit durer vraiment, et surtout aujourd'hui. J'ai joué ce côté intemporel aussi parce que ça me ressemble. Parce que je crois qu'on dure toujours. Je crois que nous sommes tous capables de donner de la lumière, d'avoir... bien sûr que l'élan n'est pas une chose constante. C'est contagieux. C'est capricieux. Mais à travers une œuvre comme ça, on trouve une fidélité, on trouve une constance par rapport au monde dans lequel on vit. Même si on ne traite pas le sujet dans l'actualité d'aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup interpellé en tous les cas. Et naturellement, je suis un verdien à toute épreuve. Et cette manière qu'il a de transcender les femmes et la lumière intérieure qu'on a à l'intérieur de soi, il vous donne le sens de la grandeur intérieure, Verdi. Donc j'ai voulu traiter ça de cette manière. Comment ressentez-vous cela ? Les accents de la musique qui vous dépassent, qui vous portent à croire à autre chose. Et puis, il vous ouvre des horizons que vous ne soupçonniez pas. Même quand je reprends Nabucco, et c'est la 3e fois, il y a des choses que je n'avais pas vues et que je mets là. Même si ce n'est que le geste d'Abigail qui le soulève en regardant le ciel. Même si c'est un jeune lévite qui monte sur un rocher et qui va implorer. C'est lui qui désigne le ciel. Pour moi, le chœur est un personnage. Ce n'est pas seulement un chœur qui chante. C'est un personnage qui désigne le ciel. Ils désignent tous le ciel. Donc Dieu passe par eux, quoi. C'est une manière de déifier aussi l'humain. L'humain est capable des plus belles choses, des pires, mais des plus belles. Vous rejoignez M. Raymond Dufaux quand il dit qu'il n'y a aucun second rôle dans cette œuvre ? Oui, il a raison. Il a tout à fait raison. Ils ont tous leur place très importante, surtout par rapport à la foi dans l'humain, à cette bataille qu'on doit mener toujours pour être meilleur que ce que nous sommes, pour cette transcendance qui nous anime et qu'on a envie de transmettre. C'est magnifique d'essayer de faire prendre conscience aux gens aussi qu'on peut aller beaucoup plus haut que ce que nous sommes. C'est un combat. Hein. Autrement, la destruction du suprême idéal qu'on assise depuis que le monde est monde, et après vous résistez avec votre télévision, votre caméra, nous on résiste d'une autre manière et on se retrouve dans cette interview, et c'est ça qu'il faut retenir de toutes ces leçons-là. Et Verdi nous fait encore nous élever
je ne savais pas, parce qu'en ce moment je viens de faire monter la Traviata, je ne savais pas à quel point Verdi allait m'apporter dans, dans mon apaisement, dans cette manière qu'on a de se débarrasser de soi aussi dans la vie. Et la mise en scène vous donne cette occasion. Il faut y arriver, il faut y parvenir. Et tous les jeunes qui sont là avec nous, que ce soit tous les figurants, c'est magnifique comme ils regardent cela. Ils ne s'attendaient pas à être éblouis à ce point-là. Ils ne savaient pas qu'un tel son pouvait sortir d'une belle femme comme Martina Serafine qui chante Abigail, ou de Karine Day, tout aussi belle avec sa voix magnifique, ou Marie-Adeline Henry qui a juste quelques mots à chanter et puis que tout à coup s'émerveille. Dimitri Bererovski qui a chanté Zacharia avec moi depuis dans les 2 autres productions est prodigieux. Donc on a cette... oui, on est porté. On a de la chance, vous savez, beaucoup de chance. Pourquoi avoir choisi de réaliser vous-même les décors et les costumes? Parce que je trouve que c'est une homogénéité qu'il faut trouver. Il m'est arrivé de travailler avec très peu avec des costumiers différents, comme Jean-Paul Gaultier, qui avait monté il y a 2 ans avec moi Les Noces de Figaro, et qui était une expérience éblouissante. On a vécu un moment tous les deux magique. Mais je trouve que ça donne une homogénéité. Au moins, on sait où sont les tenants et les aboutissants. Et si je me trompe, eh ben, ce sera vraiment bien de ma faute et je n'aurai pas de soucis et je me sens très responsable. Moi, j'ai besoin, pour mener une idée à bien, qu'elle soit tenue. Ce n'est pas du tout par égotisme, c'est juste par instinct et par un souci de donner une couleur qui soit une unité, un fil conducteur. La musique, la fabuleuse musique de Verdi, les fabuleuses musiques délicates et fortes à la fois et très expressives en même temps, est interprétée donc par l'orchestre national de Montpellier. Donc c'est un orchestre que vous connaissez bien puisque vous étiez aussi directeur de l'opéra de Montpellier. Est-ce que cette musique-là qui vous porte peut influencer votre mise en scène selon la direction musicale par laquelle elle est élaborée ou par rapport à l'interprétation? Que nous on s'adapte toujours au tempi du chef d'orchestre. Quand Abigail, Martina Serafine s'élance sur la scène, si elle marche plus vite que le tempi du chef, je ne serais pas content. Nous on se situe juste derrière la musique pour essayer de développer le plus possible ce théâtre musical, parce qu'on est dans du théâtre musical. Alors c'est vrai qu'on exagère peut-être la lenteur des pas ou les gestes des bras, mais c'est juste pour raconter un peu mieux l'histoire. Les gens ne se rendent pas compte que c'est lent d'ailleurs. Il faut qu'il soit suspendu entre justement la vie et l'illusion toujours. Donc le vent va nous aider, je pense, ici aussi. Le petit vent, j'espère. Et non, nous sommes complètement derrière la musique et derrière le chef qui nous donne ces tempi. Quelquefois, on peut se parler, on peut être en conversation pour dire là, on pense qu'il faut faire une entrée un peu plus vive, vous ne croyez pas, ça nous aiderait plutôt pour la mise en scène. Il le fait ou ne le fait pas, le chef. Mais souvent, on s'adapte, on se rencontre. En tous les cas, toutes les expériences que j'ai vécues avec Riccardo Muti, qui n'est pas le moindre des chefs d'orchestre, comme vous le savez, ont été dans ce sens. C'est lui qui m'a élevé dans la musique et jamais, justement, si aussi j'essaie de rester dans cette intemporalité et cette universalité du sentiment, jamais je me permettrai de donner une interprétation à une mise en scène en allant devant la musique. J'aurais beaucoup de mal à faire passer la guerre en Ukraine sur scène, même si j'ai quelques références dans l'attitude, mais je ne pourrais pas, parce que la musique est intemporelle. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la mise en scène, Jean-Paul Scarpita? Parce que vous avez quand même réalisé d'autres activités, vous avez été réalisateur, vous avez conçu des costumes, vous avez conçu des portraits, vous avez été récemment directeur de l'Opéra de Montpellier. Qu'est-ce qui vous a vraiment confirmé dans cette metteur en scène? C'est tout simplement parce qu'on garde cette part d'enfance en nous et on aime raconter des histoires. Je crois que si je n'avais pas mes gestes, je ferais des grimaces pour m'exprimer. Si je n'avais pas ma langue, je me roulerais par terre pour exprimer un mot. Si je n'avais pas... je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je raconterai. C'est magnifique de se raconter et de raconter des histoires aux autres. C'est très important.
parce que la vie est encore beaucoup plus inimaginable qu'on le croit. Je pense toujours que la vérité est très belle à dire, mais que la réalité est très dure. Et si on, autour de la réalité, si on ne construit, on ne donne pas une possibilité à l'esprit, au regard, au cœur de s'évader, la vie serait infernale. Donc il faut raconter ces histoires, elles sont très belles, même si elles sont très douloureuses, comme la mort de Traviata dernièrement, ou comme celle de Médée que j'ai racontée, pour moi c'est très important. Voilà pourquoi je fais de la mise en scène. Comment vous ressortez après chaque œuvre? Comme une grande histoire d'amour, comme une séparation. C'est accompli en même temps, on a une séparation, on vit une séparation pendant quelques jours. Surtout avec les équipes, avec les chanteurs. On a un problème, on a une remise en question, on a on a un apaisement en même temps, plus qu'un pincement au cœur. Parlez-nous de vos projets. Alors j'ai beaucoup de projets après ceux de Montpellier, mais je ne peux pas tout à fait en parler encore parce que c'est assez secret, d'autant plus que je viens de vivre une expérience très douloureuse à Montpellier depuis plus de 2 ans. Vous le savez sans doute, on m'a vraiment... J'ai tenu le coup, mais on m'a beaucoup abattu aussi, avec cette histoire de harcèlement moral. Bon, les prud'hommes ont débouté toutes les plaintes, l'inspection du travail aussi. Mais ça me laisse à moi une grande peine. Parce que c'est un orchestre magnifique, c'est une maison exceptionnelle, et qui va devoir se réformer, il faut qu'elle se réforme, surtout que c'était le conseil d'administration et le ministère de la Culture qui l'avait demandé dans un rapport. Donc il faut mener à bien certaines réformes. Je souhaite qu'elles soient menées à bien. Je quitte l'Opéra de Montpellier à la fin du mois de juillet, de ce mois-ci. Mais ce n'est pas du regret. Je n'ai aucun reproche, qu'on est tout de suite dans le pardon dès qu'on voit que c'est un emballement qui s'est fait surtout sur des vrais problèmes humains. Ils ont un souci pour leur maison, sur des réformes importantes. Ils sont sans cesse confrontés. Mais je crois que la maison se frayera un nouveau chemin dans la raison. Raison, je dis bien. C'est important. L'art vous impose la raison aussi, en même temps que l'enthousiasme et la vie. Et quant à mes projets, naturellement, après une expérience comme celle-ci, qui est très enrichissante aussi artistiquement, infiniment, je vais retrouver des artistes avec qui je travaille et nous sommes en train de... Je vous en dirai un peu plus à la rentrée. Mais c'est un projet qui va prendre forme assez vite, je crois, d'ici la fin de l'année. Et vous serez la bienvenue, vous serez invité quand vous voudrez. Avec plaisir, Jean-Paul Scapita. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous 1000 fois, tous mes vœux les plus ardents pour votre réussite et pour ce chemin que vous empruntez et ce combat que vous menez vraisemblablement avec monsieur qui est derrière sa caméra. Merci. Merci beaucoup. Merci.